Salut les footballeurs ambitieux, je vous l'avais promis, le voici l'épisode spécial Irma. Cet épisode n'est pas là pour polémiquer, mais j'ai pas mal de choses à critiquer après Irma justement, qui a sévi à Saint-Martin. Et comme vous le savez peut-être, quand on critique, on doit apporter des arguments et même des solutions, j'ai envie de dire. Et si cet épisode pouvait vous faire passer un cap aussi, ça serait vraiment cool. J'en profite pour vous demander d'écouter cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin, parce que je vais vous faire une annonce importante qui va peut-être vous surprendre compte tenu de la situation actuelle. Étant donné justement que l'on ne connaît pas forcément ce qu'est un cyclone en métropole, je vais essayer d'être le plus précis possible en vous racontant l'avant, le pendant et surtout l'après-cyclone que j'ai vécu. Et justement mes différentes coups de gueule par la suite. Mais aussi j'aimerais que cette expérience historique, exceptionnelle, puisse vous aider dans la poursuite de votre rêve également. Car comme toujours, l'idée est de vous faire passer des caps à travers mes vidéos gratuites, la Vie Challenge Academy et surtout mes coachings individualisés. Et comme vous, et comme vous le voyez, il y a très peu de lumière, c'est assez sombre par rapport aux vidéos que je fais d'habitude, tout simplement parce que j'ai perdu énormément d'affaires, j'ai envie de dire même toute ma maison. Parce que tout simplement, j'étais parti avec tout mon matos, un écran supplémentaire, etc., comme j'avais ici, tout simplement, parce que je comptais m'y installer pour le long terme, et vraiment, quand je dis ça, c'est pas du blabla, très long terme même. Tant pis, c'est la vie, c'est comme ça, hein, la nature a décidé autrement, et donc j'ai perdu énormément de matériel, hein, plus de 500 euros de matériel, dont mes 3 pieds de lumière qui m'éclairaient et qui permettaient justement d'avoir de belles images. Bon, jusque-là, vous allez me dire, bon, rien de grave. Donc la différence, pour vous expliquer, entre cyclone et ouragan, parce qu'on entend les deux termes, c'est exactement la même chose. Les cyclones ou les ouragans débutent leur formation en Afrique et en une semaine à peu près, s'ils se sont bien formés, les voilà de l'autre côté de l'Atlantique, sur ou autour des Antilles. Chaque année, il y a des cyclones, enfin, du moins de catégorie 1 ou 2, allez à la rigueur, touchant la plupart du temps les Antilles, Haïti, Cuba, les États-Unis. Dans la vidéo de présentation, quand j'ai fait Entrepreneur Lifestyle, que je me suis installé à Saint-Martin, lorsque je suis arrivé à Saint-Martin, je vous disais justement qu'il y a de très bons côtés de vivre là-bas, mais aussi des mauvais. Et la période justement cyclonique, qui s'étend de septembre à décembre, en est une. Pour vous dire vraiment, on ne s'attendait pas à un spectacle aussi catastrophique. Si on fait l'historique des très gros cyclones de ces 30 dernières années, en 89, il y a eu Hugo qui a dévasté la Guadeloupe et a fait plus de 100 morts, si je ne me trompe pas. En 95, il y a eu Louis qui a soufflé à entre 220 et 270 km/h également. Et donc, 22 ans et un jour après, Irma, l'ouragan justement qui a battu de nombreux records dans l'Atlantique, puis surtout, j'ai envie de dire, en mer des Caraïbes, les vents ont soufflé entre 280 et 380 km/h dans les rafales, voire plus, puisque on ne saura jamais, car les machines qui relevaient la vitesse du vent n'ont pas tenu. Donc, pour dire la puissance du truc, quoi. L'ouragan le plus fort de l'Atlantique, clairement, quelque chose d'historique, encore une fois, je le rappelle. Et derrière, Maria, qui est arrivée en Guadeloupe, malheureusement. Catégorie 5 également, avec des vents, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, 200, 230 peut-être km/h en rafale, ce qui est beaucoup moins important qu'Irma, mais qui fait énormément de dégâts également. Faut pas le nier, c'est pas des petits, des gros, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de moi j'ai eu un plus gros que toi. Non, ça marche pas comme ça. C'est tous la même merde, croyez-moi. Alors, comment on se prépare justement à un cyclone? Je veux un peu faire cette vidéo pour vous expliquer un peu. C'était mon premier cyclone personnellement, donc je vous avoue que je suis baptisé maintenant. J'ai eu un bon gros, donc normalement les autres devraient être du pipi de chat. Ma copine en avait vécu justement en Guadeloupe, donc ça a été plus simple pour préparer. Donc comme je vous l'avais dit, pendant 2 3 semaines, je n'allais pas avoir d'électricité normalement. Donc impossible de publier, de coacher mes sportifs. On a acheté dans un premier temps ce qu'on doit acheter, radio avec pile, des packs d'eau, suffisamment de nourriture pour survivre pendant 2 3 semaines, en espérant que tout revienne à la normale au plus vite. Voilà ce qu'on s'était dit. Ensuite, il y a la maison à préparer où on avait des volets anticycloniques qui tiennent le vent à plus de 250 km/h, pas à plus de 300 ou 380 km/h normalement. Il faut visser des bois sur les vitres, scotcher les vitres pour justement, si ça implose à l'intérieur de la maison, ça n'aille pas partout, hein, ça tombe. Il faut également prévoir un sac à dos avec des papiers les plus importants, comme les passeports par exemple, qu'on met dans des sachets plastiques, etc. Donc 5 jours avant qu'Irma se soit formée, il y avait deux possibilités. Celle des Américains qui disaient qu'Irma passait au nord de Saint-Martin, et l'autre occidentale qui disait que Saint-Martin se prendrait l'œil du cyclone plein fer à des vents très élevés. 48 heures avant, on était sûr, allez, à plus de 80%, j'ai envie de dire que même 99%, qu'on allait se le prendre. Et l'œil, normalement, rien n'a été fait. Et le pire dans tout ça, c'est que je me vois regarder encore BFM télé à 4h30 heure française, hein, je ne sais plus quel jour exactement, qui disait en gros, un journaliste disait à sa copine, ouais, Irma va toucher la Guadeloupe, et c'est quoi le nom déjà de l'autre île?
Déjà là on se dit il y a pas bon. Là on se dit ça sent pas bon, hein, sachant que nous on savait depuis un moment qu'on allait être fracassés. Et en bas de l'écran, ce qui avait été rigolo, c'est qu'il y avait écrit Irma va toucher la Guadeloupe et Saint-Thomas. Les gars, vous savez pas que l'île elle s'appelle Saint-Martin? Sérieusement? Oh, les journalistes, faut se réveiller un peu, faut travailler. Donc, une fois que le stock a été fait et la maison préparée, c'est là que l'enfer commence vraiment, car petit à petit, les niveaux de vigilance augmentent jusqu'au niveau confinement. Sauf que le jour même, Irma est passé d'un niveau 4 sur 5 à 5 sur 5. Le niveau le plus haut, on s'y attendait pas vraiment, hein, on s'attendait à un 4, fort, mais pas un 5. Et encore moins un 5,5 voire 6, hein. Une amie nous appelle, on quitte notre appartement pour aller se réfugier dans une maison avec des personnes, une maison plus solide, avec des personnes justement qui ont vécu déjà les gros cyclones que je vous disais, Hugo et Louis dont je vous parlais, d'accord? Des personnes donc expérimentées au niveau des cyclones, qui ont préparé leur maison comme il faut, donc valait mieux plutôt que de rester seul. Mais ça, c'est un conseil vraiment que je donne souvent. On savait que le vent allait monter progressivement à partir de 22 heures, encore plus à 3 heures, et le gros du cyclone s'est produit à l'heure, pour une fois, hein, c'est rare de trouver l'heure exacte, 5 heures. De 5 heures à 8 heures, pour retomber petit à petit jusqu'à 17 heures. Je me souviens, donc 22 heures, 17 heures, hein, vous voyez l'ampleur du truc, quoi. Je me souviens encore avoir envoyé un dernier SMS à 5h00, je crois, à ma sœur pour dire voilà, on est dans le dur, quoi. 2 secondes après, coupure d'électricité, de gros bruit en extérieur et les vitres qui bougeaient. Tellement fort, justement, on est allé un peu se cacher, hein. 4 dans la salle de bain, on était 4 dans la douche. 4 dans la douche avec un matelas sur la tête, quoi. 4 dans la douche avec un matelas sur la tête. Au rez-de-chaussée, on était. Les murs bougeaient énormément. Donc, les murs, hein, regardez, je ne suis pas marseillais quand je dis ça, c'est réel. Les murs bougeaient de bien 10 centimètres, 15 centimètres. Donc, vous voyez le délire. Donc, ça bouge, le sol vibre, le plafond monte, descend, monte, descend, monte, descend. Le toit, on l'entend, il se décroche, il revient, il se décroche, il revient. Les trucs qui tapent contre les murs, les trucs qui tapent contre les baies vitrées. Et puis après, la baie vitrée de l'étage qui explose, l'eau qui rentre dans la maison. Donc voilà, hein, et surtout moi ce qui m'a marqué, pour vous expliquer un peu, c'est pas forcément ça, les bruits en extérieur et tout, que ça peut marquer énormément, hein, puisque on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui crie à l'extérieur tellement que ça fait du bruit. Imaginez-vous 380 km/h. Moi ce qui m'a le plus marqué, peut-être c'est parce que la baie vitrée est pétée, je sais pas, je pense pas, la pression et la dépression dans les oreilles. Vous avez l'impression de décoller en avion, réatterrir, décoller, atterrir pendant 3 heures. Voyez le truc, dépression, dépression, tellement fort, pourtant moi je suis pas très fragile des oreilles, tellement fort que franchement je me suis dit les tympans ils vont exploser à un moment donné. Et heureusement, ça n'a pas duré plus que 3 heures. Bon, heureusement, c'est long déjà, hein, attention. Donc personnellement, je n'ai pas eu forcément peur pendant le cyclone, d'accord, même si c'est très impressionnant, je le conçois. Beaucoup sont très choqués, d'accord. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'après. C'est l'après. Je le redoutais, c'est arrivé, et c'est malheureux, car je savais justement que après ça allait être catastrophique, d'accord? Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de survivants. Vraiment, quand on est dedans, on se demande vraiment si le voisin est vivant, la maison s'est pas écroulée à côté, ce qui est arrivé, hein, il y a des maisons qui ont été écroulées carrément, hein. Quand on entend 95% des habitations exploser, moi je vous le dis, c'est réel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de toit, il n'y a plus de baies vitrées, donc au prochain cyclone, merci, au revoir, hein. Et c'est normal pour certains d'être partis de l'île, clairement. Nous, sachant qu'on était SDF, on était dans une maison, bon, je vais raconter après la suite, d'accord? Donc, soit justement, on nous ment sur le nombre de décès, soit l'instinct de survie est extraordinaire. Mais le pire, c'est ce que j'appréhendais, c'était justement l'après-cyclone, je vous disais, moi qui n'en avais jamais vécu. Je m'attendais à beaucoup de casse, mais pas ça, pas du tout. En attendant que les vents descendent justement en dessous de 100, 150 km/h pour pouvoir commencer à sortir et respirer à l'air libre, on discutait justement avec les 2 personnes qui avaient vécu les gros cyclones, qui étaient avec nous, on est sortis, et là, même eux ont dit, j'ai jamais vu ça. Même eux ont dit, j'ai jamais vécu ça. Plus de 90% des maisons, 95% des maisons totalement éventrées, sans toit, ni baies vitrées. À noter que lors de gros cyclones, il n'y a plus une seule feuille sur les arbres. Donc d'habitude, vous voyez la forêt, la montagne verdoyante, la mer euh, bleue, mais d'un bleu turquoise magnifique. Et là, vous ressortez, vous avez tout cassé, la montagne marron et la mer marron. Puisque avec tout le mélange et tout, des arbres, des branches, de la terre qui a remué le sol, etc. Des habitations qui sont parties en mer, plus le reste, d'accord? Donc c'est vraiment impressionnant sur ce côté-là, quoi. Et justement, c'est choquant parce que, bon, moi je l'ai vécu pour la première fois. Et clairement, c'est un paysage cataclysmique. Quand je dis ça, c'est un terme
fort, réel. Justement, il y avait un gendarme enfin, un policier territorial, donc un municipal, si vous préférez, un policier municipal, dans notre, on va dire, dans notre petit quartier où on était, et il m'a dit, mais on dirait, je me retrouve dans l'armée à vivre une nouvelle fois la Bosnie. Donc, pour dire l'ampleur des dégâts, limite, en l'espace de 3 heures, on a l'impression qu'on s'est fait bombarder, clairement. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'avait plus aucune radio. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'informations pour savoir José qui allait arriver derrière. Il n'y avait plus aucune radio de police qui fonctionnait. Donc comment voulez-vous qu'ils organisent les secours et la sécurité sur l'île? Clairement. Hein, ça, c'est un truc aussi qu'on ne dit pas, qu'on n'entend pas trop souvent. Il n'y avait plus aucune organisation hein, juste après. Donc justement, ça c'est un problème. Donc, comme je vous le disais, le pire a duré 2h30, 3 heures, 3 longues heures, car on a pris justement le dessus de l'œil, juste le nord de l'œil. C'est là où les vents ils sont les plus violents à Cul-de-Sac. Ailleurs sur l'île, ils ont eu l'œil, ils ont pu sortir pendant demi-heure. Nous, non, on n'a pas pu. Hein, l'œil justement du cyclone a touché Saint-Martin, plus précisément le sud de Saint-Martin, car justement dans l'œil du cyclone, je vous le dis, vous pouvez sortir 30 minutes et il fait grand soleil, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun vent. On est à l'œil du cyclone. Tout autour, c'est le bordel de l'œil. Et surtout au nord, c'est là où il y a les vents les plus forts. Et c'est là où on s'est chopé les vents les plus forts, clairement. Et je vous avoue que sans la baie vitrée et la maison fragilisée, on ne pouvait pas vivre. Je vous le dis tout de suite. Une nouvelle fois, cette galère-là. Heureusement, on n'a pas eu l'œil où on se reprend derrière 2 heures de vent. On s'est dit heureusement qu'on n'a pas eu ça, quoi. Surtout qu'à un moment donné, je me suis dit que l'on allait avoir une maison qui allait être décapotable à cette vitesse. Si le toit partait, on était très mal. Hein, ça, c'est vraiment un truc important, quoi. Heureusement qu'il a tenu. À ce moment-là, on se disait qu'on allait justement retrouver plein de cadavres. Enfin, moi personnellement, je m'attendais à retrouver plein de cadavres. A priori, non, et tant mieux, je dis pas le contraire, d'accord. Là, après, je l'appréhendais encore une fois, je vous le disais, plus d'eau, plus d'électricité, encore moins d'internet ni de radio, car l'antenne radio de Lille avait sauté, elle n'a pas tenu. Hein, de toute façon, on était prévenu, au-delà de 300 km/h, ça allait pas tenir, ça a été le cas. À ce moment-là, justement, les minutes deviennent des heures coupées du monde, clairement. Ma première pensée a été de pouvoir prévenir mes parents, je vous le cache pas, donner signe de vie un maximum, sur les réseaux sociaux aussi, car les images que la télé a certainement dû montrer pouvaient penser, et vraiment pouvaient faire très peur, je pense, euh, parce que c'était le cas. Hein, tout détruit. Quand ils disent ça, c'est pas pour rien. Donc je suis retourné chez moi récupérer quelques affaires, et ce que j'ai trouvé justement était très différent de ce que j'avais vécu. Le paradis, clairement, était devenu un enfer sur Terre. Pour pas vous cacher, hein, clairement. Donc SDF, on est allé se réfugier dans une nouvelle maison où d'autres amis logeaient déjà une autre famille, où des familles s'étaient déjà serré les coups d'entre elles. Hein. Là, on parle de fraternité réellement, et c'est ce qu'on a vécu. Aux premières nouvelles, les deux aéroports, hein, au début, juste après le cyclone, les deux aéroports de l'île étaient impraticables. Et en plus de ne pas pouvoir communiquer, la police n'avait plus de locaux et aucun renfort n'était arrivé dans les 48 heures. Je le répète, aucun renfort n'est arrivé dans les 48 heures. On n'a vu aucun avion pendant 48 heures. C'est-à-dire qu'il y avait donc seulement 150 gendarmes, dont pas mal sont restés avec leurs proches chez eux, et 30 militaires, seulement pour sécuriser 35 000 personnes à peu près. 35 000 Français, côté français. C'est une île franco-hollandaise, côté français, 35 000 à peu près. Autrement dit, je vais vous le dire clairement, 48 heures de calvaire. Où, justement, les personnes s'armaient, comme on peut, pour se défendre, mais parce qu'il y a eu des pillages, c'est réel, on voyait des groupes en camion, en scooter, qui tournaient, armés, machettes ou armes, puisque l'armurerie a été pillée, hein, la police aux frontières aussi, aux dernières nouvelles. 48 heures de calvaire, et réel quand je dis ça. Justement, les gens ils commençaient à avoir faim, ils commençaient à avoir soif, donc ça pillait partout, d'accord. Ça volait des téléphones, des ordinateurs, des frigos, des machines à laver, des robes, jusqu'aux culottes, et même jusqu'aux capotes. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qu'on s'en fout des capotes, les gars? Qu'est-ce qu'on s'en fout des capotes? Vous allez faire quoi pendant le cyclone? Sérieux. Hormis la nourriture, je vous avoue que ça m'avait même pas effleuré l'esprit de pouvoir voler autre chose que de la nourriture et à boire. Et des choses de première nécessité, d'accord? Des choses qui peuvent se perdre aussi parce que quand il n'y a plus d'électricité, plus de frigo, ça se perd. Donc au lieu que ça se perde, vaut mieux que les gens en profitent. Hein, ça, on peut être sérieux un minimum quand même. D'accord? Donc 48 heures interminables où justement on a essayé d'avoir des nouvelles et d'en donner 48 heures où les familles venaient nous rejoindre puisqu'ils n'avaient plus rien, même pas un caleçon. Hein. Il y en a, ils n'avaient plus même pas un caleçon, rien, aucun changé. Des maisons justement où on avait l'impression que le déménageur était venu, des déménageurs étaient venus vider la maison normalement. Il n'y avait plus rien. Pour le peu justement qu'on a pu sauver, on a donné 80% de nos habits. Le jour où José justement est arrivé, 48 heures après Irma, hein, le jour où José devait arriver, on a changé de maison puisque l'on était 20.
Allez, je vais pas vous le cacher, on était 20, dont pas mal d'enfants à serrer les coudes. Dans un quartier de 200 habitants à peu près, il devait rester au moins, allez, une dizaine de maisons au maximum en bon état pour subvenir, j'ai envie de dire, au prochain cyclone. Hein, c'est même pas pour vivre ou quoi, juste pour attendre que le cyclone passe. Et encore, je suis optimiste quand je dis 10 sur 200, hein, car je compte les maisons où les baies vitrées ont pété et qui ont été rafistolées avec du bois. Hein. D'accord? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Dans ces premières heures, justement, on voyait, je vous le disais, des camions de pilleurs passer et repasser avec 5 6 personnes à bord, armées. Donc on se demandait vraiment à quelle sauce on allait être mangé à un moment donné. Faut dire ce qui est. On a commencé à voir des avions faire des allers-retours euh, juste après José. C'est des avions qui menaient justement des blessés en Guadeloupe pour être soignés la plupart du temps, mais toujours pas d'aide. D'accord. Au niveau du terrain. On voyait des hélicos faire des allers-retours pour les blessés, ça je conçois. Peut-être juste le même jour qu'Irma, hein, donc ils ont attendu au moins 24 heures pour commencer à évacuer les blessés. Ça va, il n'y a pas eu de mort après quand ils étaient blessés, ils ont été pris en charge et tant mieux. Heureusement que José n'a pas finalement pas passé, n'est finalement pas passé, parce que ça aurait été vraiment un désastre. À côté de ce qui s'est passé, hein, là c'est catastrophique, mais ça aurait été un désastre. Perte humaine assurée, hein, clairement. Quand on voit le nombre de personnes qui étaient sans logement, qui se sont retrouvées dans des toits, dans des abris anticycloniques et tout, les abris anticycloniques de là-bas, juste à côté de la mer, ils ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu. Hein, les collèges et tout, c'était des abris anticycloniques. Mais les zones inondables, proches de la mer, ça pardonne pas. Et bon, heureusement que ça a été évacué juste avant. Mais voilà, il y avait énormément d'SDF, clairement. Alors ça va peut-être choquer, mais je compare ce qui s'est passé, ce que l'on a vécu, comme le gendarme, à une guerre, clairement. Du moins, l'image de la guerre, d'accord? En vitesse rapide, ce qu'on a vécu pendant une semaine, on a vécu un enfer. Avec des odeurs de... Enfin, pas des cadavres, parce qu'il n'y avait pas forcément des cadavres, d'eau stagnante et tout, ça pue le mort, c'est le cas de le dire. Parlons maintenant du départ. J'ai attendu une semaine car j'hésitais à partir justement et pour laisser la place aux femmes et enfants d'abord, comme on dit. Mais un gendarme m'a conseillé de partir. Je voulais pas pourtant, vraiment, hein, je voulais vraiment aider à la reconstruction et tout. Pour laisser place à la reconstruction, le gendarme nous a dit bon, partez. L'après-midi, à l'aéroport, un autre gendarme, m'a fait comprendre que je ne pourrais pas partir car j'étais trop jeune, en bonne santé, et que justement il favorisait dans un certain ordre d'autres personnes. Et donc je lui dis, oui mais monsieur, excusez-moi, mais là je suis SDF, je suis logé chez des gens, et on n'a plus rien, où on dort ce soir. D'accord? Il m'a répondu, en gros, bon, clairement je m'en fous, je suis arrivé de Martinique ce matin, moi non plus je sais pas où je vais dormir. Intéressant tout ça. Le lendemain matin, justement, 11 septembre, marque choc encore, une date choc, j'ai rejoint l'aéroport à 6 heures du mat. On a marché 30 minutes du checkpoint pour aller à l'aéroport, parce que le checkpoint de l'armée a été fait en amont. Et j'ai patienté jusqu'à à peu près 10h30, 11h, dehors, debout, rien de grave. J'entends bien, c'est pas un problème. Mais une fois arrivé en Guadeloupe, on a été accueillis par la Croix-Rouge, impuissant, sans information sur le retour en métropole possible. Que dalle, il a fallu se débrouiller par nos propres moyens. Le pire, c'est que la veille, on nous a appris que les billets étaient à 2700 € au Air France. C'est quoi la blague? Et que ça a dû justement taper tellement fort sur la tête du patron d'Air France que le billet est descendu à 300 € en 24 heures. Je ne sais pas si le gouvernement est arrivé, c'est pas normal. Et j'ai appris également, justement, même problème, 24 heures avant Irma, pour fuir le cyclone, il faut aller débourser plus de 2500 €. Oh, qu'est-ce que c'est là, l'arnaque là? On fait de l'argent sur ceux qui vont crever? Oh, vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Quand je suis arrivé justement en Guadeloupe, personne ne nous a informés sur notre retour. Et je dis bien personne, on a attendu à peu près 3 heures. Il y avait des personnes qui ont dormi par terre dans l'aéroport. Un scandale, d'accord? Je le dis, c'est un scandale. Par contre, à Paris, respect à Air France, respect aux personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont fait rentrer sur Toulon au lieu de Marseille, sans aucun problème. Respect. Mais je comprends toujours pas comment c'est possible d'avoir été aussi mal géré. D'accord? À ce moment-là de la vidéo, je vais vous faire une parenthèse justement avec l'organisation des secours côté hollandais, de Lille, hein, franco-hollandaise, côté hollandais, avant de donner des solutions justement. Parce que, comme je le dis souvent, on critique sans argumenter, ça c'est les spectateurs. On va critiquer en argumentant, comme je viens de le faire, pour pouvoir donner des solutions derrière. Dans les premières 24 heures côté hollandais, la sécurité est arrivée. Ils ont mis en place un couvre-feu pour justement pouvoir déblayer les routes et faire tourner l'aéroport le plus rapidement possible avant que José arrive. Trump, le président que tout le monde déteste, a fait affréter 16 avions pour faire sortir les Américains de cet enfer. 16 avions, 0 € de déboursé, 0 $ de déboursé. Hop, il n'y avait plus personne en 24 heures. Comment c'est possible qu'une semaine après, on arrive seulement à évacuer 1300 personnes par jour sur 35 000 au total?
Posez-moi, demandez-moi, d'accord? Ça, je ne peux pas comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas eu plus d'aller-retour entre la Guadeloupe et Saint-Martin, d'accord? Et nous, on a attendu plus de 48 heures pour évacuer les blessés et familles avec enfants de moins de 2 ans dans un premier temps vers la Guadeloupe pour payer ensuite une compagnie aérienne afin de rentrer chez nous. Maintenant, je vais vous faire un petit coup de gueule, parce que bon, c'est bien beau d'être gentil, hein, de pouvoir de vouloir aider, etc. Mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, parce que on est dans la réaction en France, on n'est pas dans l'anticipation. Ça, c'est le problème, d'accord? Maintenant, je vais vous faire mon coup de gueule. Vous croyez où? Vous croyez où? On a accueilli des migrants par milliers. Et là, vous allez dire, ouais, mais le mec est raciste. Pas du tout. Pas du tout. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est pas du tout mon cas. On arrive à accueillir des migrants par milliers, les loger tant bien que mal en ayant un toit, à manger, un peu d'argent, et tant mieux qu'on arrive à faire ça, tant mieux. Mais on n'est pas capable d'aider des Français sur une île française à retrouver la métropole. Oh Macron, arrête la communication, d'accord? Le pont aérien le plus impressionnant depuis la Seconde Guerre mondiale, vous osez dire? Sans déconner, incroyable. Même pas capable d'avoir des entreprises françaises pour ajouter des avions de ligne. Bien au contraire, 2 avions prévus normalement de Pointe-à-Pitre vers Paris pour Air France, un a été annulé. Un a été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de monde dedans. On était des bouches-trous. On nous a fait payer 300 euros pour aller dans des avions qui étaient quasiment pleins. D'accord? Certains avaient déjà des billets, tant mieux pour eux. Nous, on n'en avait pas en l'occurrence. Donc, il a fallu payer pour pouvoir avoir une place supplémentaire. Oh! C'est quoi là? Vous voulez faire des sous sur les pauvres? Sur ceux qui n'ont plus rien? Il y en a, ils ont tout perdu. Nous, on a eu la chance, on a sauvé un sac à dos. Ceux qui sont là depuis 17 ans, qui se retrouvent avec un sac à dos, vous n'avez pas honte. Sérieusement, vous n'avez pas honte. Et on parle de fraternité. Sont où les valeurs de la France là? Oh, Air France, pour qui vous prenez là? Hein? Et vous n'allez pas me dire que c'était un cadeau, 300 euros pour ceux qui n'y avaient pas de sous. Hein? 300 euros, c'est le prix actuel. D'accord? On est 15 jours après à peu près Irma. C'est le prix actuel des billets. Parce qu'on est dans la saison basse. C'est le prix actuel. Donc vous n'allez pas me faire croire que c'était un cadeau, que vous allez enlever les taxes, que vous allez enlever si. C'est le prix actuel de Pointe-à-Pitre vers Paris. Vous pouvez regarder sur internet, faites-vous plaisir. Donc il n'y a eu aucun cadeau d'Air France. J'ai envie de dire chapeau là, franchement chapeau, respect. Ils sont où les valeurs dans l'entreprise? Ils sont où les valeurs dans l'entreprise? Si moi je faisais ça, franchement j'aurais honte pour mes sportifs. J'aurais honte pour mes clients. D'accord? Ça c'est vraiment mon coup de gueule que je veux faire. D'accord? Ça c'est vraiment scandaleux de ne pas pouvoir aider tant bien que mal des Français. D'accord? Une compagnie nationale, sûrement qui ont des sous de l'État, j'en parle pas, mais il doit en avoir certainement aussi. Hein, ils sont sûrement actionnaires, enfin il doit y avoir un truc comme ça. Bref, on va pas parler de ce qui se passe en dehors, on n'est pas là pour parler forcément de politique, mais quand on parle de valeur, là ça me touche, et c'est pas normal de ne pas pouvoir aider des Français à retrouver la métropole après une catastrophe naturelle exceptionnelle. Vous n'allez pas payer tous les jours des choses comme ça, hein, vous n'allez pas faire des cadeaux tous les jours comme ça, d'accord? Mais vous auriez dû, ça a été très mal géré. J'espère que les personnes, en tout cas, qui ont payé le billet, ils ont pu être remboursés. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc, ce qui m'a choqué aussi chez Air France, c'est que à l'aéroport, on était sur liste d'attente. Hein, quand on est arrivé à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, on était sur liste d'attente pour être évacué vers la métropole au plus tôt, c'est-à-dire dans les trous, là où il y avait les avions. Hein, dans les avions, là où il y avait des trous, bouche-trous. Bref. Et il y en a une personne d'Air France, un salarié d'Air France, qui a osé nous dire, en face, hein, comme si de rien n'était, on a pu évacuer 100 personnes en une semaine. Alors soyez patient. Tu veux une croquette? 100 personnes. 100 personnes. Qui n'avaient pas de billet, qui a fallu avoir un billet rapidement, etc. 100 personnes en une semaine. Heureusement, j'ai envie de dire, chapeau Air Caraïbes, qui même qui faisait payer, pouvait faire évacuer beaucoup plus de personnes. Voilà. C'est mon petit coup de gueule que je voulais faire à tout prix sur Air France. Alors la solution logique aurait été justement d'en affréter au moins un de plus, d'accord? Ce qui va sûrement être fait dans les jours à venir, pour 1300 personnes par jour d'évacuer quand même vers la Martinique ou la Guadeloupe, il y a bien un avion supplémentaire quand même là, minimum, d'accord? Et au lieu de ça, justement, ben, on a fait attendre des personnes, on les a fait dormir à l'aéroport, et puis payer des nuits à l'hôtel peut-être, hein, pendant 3 4 jours, qui sait. C'est vraiment scandaleux d'avoir géré cette situation de crise comme ça. Je voudrais également parler d'une deuxième entreprise qui pour moi, pour l'instant, a été scandaleuse, c'est SFR. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu la facture d'SFR qui s'élève pour moi à plus de 500 euros, juste après Irma. Pourquoi? J'explique. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il n'y avait aucun réseau. Hein, je vous l'ai expliqué, il n'y avait plus aucun réseau. Donc je captais un réseau et j'étais le seul téléphone, du moins dans les 20 personnes qui m'entouraient, dans les maisons où on était, à avoir du réseau et pouvoir appeler le fixe, seulement le fixe de chez moi.
Et justement, quand on se connecte à un réseau, on a Internet qui dit bonjour. Et toutes les notifications arrivent, les messages que vous m'avez envoyés arrivent. Donc plus de 500 euros de facture. J'ai appelé SFR pour résoudre le problème. Ils m'ont dit ouais, mais vous avez appelé de la Jamaïque. What? De la Jamaïque? Ok, admettons. Mais vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi? Non, pas rien pour le moment. Envoyer un courrier recommandé. Donc voilà, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, cette entreprise-là aussi ne fait pas preuve de fraternité, ne ferait pas preuve de bon sens, j'ai envie de dire. Ayez du bon sens SFR, ayez du bon sens Air France. J'espère que le problème sera réglé pour ceux qui ont payé le billet d'Air France. Pour moi, ma facture d'SFR, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est l'une des valeurs qui n'a pas été respectée par ces deux entreprises, c'est la fraternité. Voilà, c'est des entreprises nationales françaises. D'accord, j'attendais un minimum de compensation, de logique, de bon sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau du coup de gueule. Alors certains se disent déjà, pourquoi t'as fui Saint-Martin? Ça peut, franchement, j'ai envie de vous dire, je vous comprends. Je vous comprends, car quand on aime dans les bons et mauvais moments. Je suis d'accord. Je vous avoue que je n'aimais pas Saint-Martin, j'adorais Saint-Martin. Le paradis sur terre. Réellement, c'était du coup le Miami français. Je peux pas faire mieux, hein, en mieux même, j'ai envie de dire même hein, que le Miami français. À l'heure actuelle, je n'avais jamais vécu ça nulle part ailleurs. Pourtant, j'ai vécu en Australie, vous le savez, j'ai déjà déménagé plusieurs fois, voyagé. Hormis d'être sur une île magnifique, j'ai connu des gens incroyables. Incroyables. Tellement incroyables qu'on a fini à 20 dans une maison, rendez-vous compte. Liberté, égalité, fraternité. Personnellement, dans les 48 heures à chaud, à cause de l'insécurité, ma première pensée a été de vouloir fuir pour sauver ma peau. Je vous le cache pas. Voir des mecs se balader autour des maisons avec des machettes et armes à feu, ce n'est pas du tout mon truc, quoi. Hein. Mais une fois l'armée, les renforts arrivés, les gendarmes arrivés, venus de Martinique notamment dans un premier temps, je souhaitais rester justement pour aider Saint-Martin à se reconstruire. Mais pour dormir où? Et pour dormir où? Et le prochain cyclone? Surtout que ma copine travaille avec des enfants, 90% des enfants sont partis de l'île pour retrouver la métropole normalement, au chômage technique, pas de travail pendant au moins un an. Qu'est-ce qu'on allait faire à Saint-Martin? Soyez réaliste et osez partir a été la meilleure solution, vraiment. Être réaliste et vouloir partir, c'est très dur. Franchement, quand on a vécu ce qu'on a vécu le paradis, c'est très dur de vouloir en partir. On a du mal vraiment, même quand je suis arrivé en métropole, à me dire ouais putain, pourquoi je suis parti quoi. Mais valait mieux vraiment. Par contre, personnellement, je le dis haut et fort, j'ai tellement été ravi de vivre là-bas que je compte bien retourner dans les Antilles rapidement. Et je n'exclus pas de retourner à Saint-Martin un jour, si les conditions bien évidemment le permettent et que ça va mieux. Ça, clair et net. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ce mec est maso, ça ne lui a pas suffi. Donc quand je fais cette vidéo, on est à peu près le 20-21 septembre, et dans quelques jours, je pars en Guadeloupe. Voilà l'annonce que je voulais vous faire dans cette vidéo. Je repars en Guadeloupe. Maria vient de passer, et ça a l'air d'aller en Guadeloupe. Je vais vivre en Guadeloupe, d'accord? Je retourne dans les Antilles, clairement. Maintenant, vous allez me dire, ce mec est maso. Ça ne lui a pas suffi? Sérieux? C'est là que mon expérience peut vous aider. Et où vous allez peut-être passer un cap. Alors écoutez bien jusqu'au bout. Il y a le cyclone et cyclone. Un cyclone de cette ampleur que l'on a vécu Irma, c'est tous les 20 ans. Enfin, je l'espère du moins. C'est le cas actuellement. 20 ans à peu près. Il y en aura d'autres. Ça, c'est sûr. Il y en aura d'autres, il y en a encore d'autres qui ont fait de la casse. Mais autant de casse, je pense pas. Mais on ne s'arrête pas justement à un échec. On sera prêt et on louera justement des maisons plus safe. On construira des maisons plus safe dans les îles, dans les Antilles. Car le plus dur était justement de ne plus avoir de toit. D'accord? J'ai tellement vu de maisons que je suis devenu un expert pour choisir une maison solide, qui craint rien. On peut se rechoper Irma dans une maison solide, il y aura de la casse dehors, à la maison il n'y aura pas de casse. Parce que j'ai pu justement tous les comparer, ceux qui ont tenu, ceux qui n'ont pas tenu, et voir ce qui n'ont pas justement eu d'égratignure. Et il y en a qui n'ont eu aucune égratignure. La normalité voudrait que justement je fuis et je ne retourne pas là-bas, risquer une nouvelle fois ma vie. Mais quand on a touché au paradis, il est difficile de trouver mieux ailleurs. Je ne sais plus si dans mes vidéos précédentes ou qui viennent, j'avais parlé de dépression, mais que c'est exactement ce qui m'est arrivé à mon retour. Vous savez, le cadre était tellement idéal que je travaillais beaucoup plus. J'avais prévu justement de passer de 1 à 3 vidéos par semaine, créer une rubrique vidéo de motivation. J'étais vraiment motivé, contrairement à ce que peuvent dire les gens sur les Antilles. Personnellement, ça m'a boosté de vivre à cet endroit-là, avec la chaleur, etc. Ça m'a boosté, je voulais travailler encore plus. Et pour revenir sur la dépression qui va certainement vous toucher un jour comme moi, comme tous les joueurs qui ont touché du doigt le monde professionnel et qui n'ont pu se relever après un retour à un niveau inférieur, par exemple en CFA, la dépression c'est quoi? La dépression c'est quand vous avez l'impression que votre futur
ne sera jamais mieux que votre passé. Et pour quelqu'un d'ambitieux comme moi, comme vous, qui aime planifier, avoir des objectifs très hauts, plus hauts que le paradis, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'objectifs plus hauts que ce que vous avez vécu. Franchement, que ce soit au niveau matériel, ce qu'on voyait, et humain, je ne sais pas si je retrouverai mieux. Clairement, je ne sais pas ce que j'ai vécu à Saint-Martin, je le retrouverai un jour, je ne sais pas. Mais quand je discute avec des amis de Saint-Martin, nous sommes quasiment tous à 90%, même pas 80%, 90%, nous sommes tous dans la même optique. Par exemple, quand j'ai repris ma routine habituelle de 48 heures après mon retour, c'était rapide, hein, j'ai repris très rapidement, hein, mes sportifs vous le diront, ils n'ont pas trop compris, hein, ils pensaient que j'allais prendre un peu de temps, ça aurait été normal, mais non, la normalité veut qu'on reprenne le plus rapidement possible le sens de la vie. Lorsque je me suis levé justement à 7 heures, la première fois, au bout de 48 heures, il faisait nuit, moche, froid. Alors que là-bas, je me lève, il fait beau, il fait chaud, il fait jour, dès 5h30, 6 heures. 80% du temps, j'étais en short, pieds nus, en torse nu. Et entre deux entretiens, je pouvais aller 10 minutes faire un tour à la piscine. Un rythme de vie privilégié, je vous le cache pas. Mais ça a un prix. C'est toujours pareil, le cyclone. Donc si vous, un jour, vous avez l'occasion de toucher le monde pro du bout des doigts, ne vous dites pas que vous avez été pro. Ne vous dites pas que vous avez été pro. Dites-vous qu'avec de meilleurs coéquipiers, de meilleurs résultats, ça sera possible de revenir à ce niveau-là. Seulement si vous travaillez plus. Car pour avoir mieux, il ne faut pas faire pareil, mais faire beaucoup plus. Il faut faire mieux, il faut faire plus, toujours plus. Voilà pour la morale de l'histoire. Voilà pour la morale de cette vidéo d'Irma et ce que j'en retiens. Je pense avoir tout dit. J'espère que mon histoire et cette expérience vous aidera vraiment une nouvelle fois dans votre progression. Mais si j'ai une nouvelle fois survécu, c'est qu'il y a une raison. Tout comme en 2006, lorsque j'ai eu mon accident de voiture, je compte bien me remettre sur pied, remettre en question ce que j'ai fait jusqu'à présent, racheter tout le matériel perdu, voire même en acheter de meilleur, parce que la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas et que si vous interprétez ce qui vous arrive de la mauvaise des façons, vous subirez ce que vous avez vécu toute votre vie. Je terminerai cet épisode exceptionnel par une citation de Confucius qui vous aidera peut-être. On a deux vies et la deuxième vie commence quand on se rend compte que l'on n'en a qu'une. Alors bougez-vous le cul, investissez en vous pour devenir professionnel. C'était Jérôme Minguès alias le maniaque de la progression, survivant d'Irma, et à très vite pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire de soutien peut-être et surtout partager pour que tout le monde sache ce qui s'est vraiment passé là-bas. Mais aussi pour aider les footballeurs ambitieux comme vous. Et si vous avez besoin d'être accompagné dans votre progression, n'hésitez pas à faire appel à mes services, n'hésitez pas à faire appel à Vitrainers et à me contacter pour un coaching individualisé à distance. Je vous dis à très vite et merci à tous d'être encore autant nombreux et de m'avoir envoyé autant de messages pendant le cyclone. C'est vraiment génial, je vous remercie. Et n'oubliez pas de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre.